Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Alors vous êtes tous des militants très chevronnés, donc j'espère que mon jeune âge ne va pas dire trop de banalités. Alors je relisais l'autre jour un très bon livre de Amin Maalouf qui s'appelle Les identités meurtrières de 98. Et c'est un livre qui est assez prémonitoire, et dans ce livre il y a une phrase où il dit le risque c'est de s'enfermer dans une mentalité d'agressé et plus dévastateur encore pour la victime que l'agression elle-même. Et en fait, donc il ne parlait pas du tout de la gauche dans cette phrase-ci, mais j'ai le sentiment que la gauche, beaucoup se sent agressée et pense comme être agressée et être constamment minoritaire. Et le fait qu'elle se pense minoritaire, à mon sens, c'est un vrai défaut pour elle, alors qu'elle devrait au contraire se penser comme future majoritaire et avoir aucune censure ni sur ses idées ni sur son discours. Alors beaucoup de gens l'ont dit, cela fait 40 ans que la France, l'Europe est absolument matricée par la logique néolibérale, et avec des mythes libéraux qui sont constamment répétés en boucle, et pour lequel les citoyens sont assez convaincus. Donc par exemple, il faut absolument réduire la dette, il faut absolument libéraliser le code du travail, il faut absolument réduire la dépense publique, etc. etc. Et ça fait 40 ans qu'on nous le répète. Or, 40 ans plus tard, nous savons que ça n'a pas fonctionné, puisque le chômage n'a pas diminué, la croissance n'est pas revenue, elle ne reviendra pas, les inégalités augmentent, la pauvreté aussi, etc. etc. Et non seulement ils n'ont pas marché, mais on a tout ce qu'il faut pour le démontrer. Je prendrai deux exemples. Sur le marché du travail, on nous dit qu'il faut libéraliser le marché du travail. Depuis 2000, on a fait en France 165 réformes du marché du travail. 165. Et toutes visées à enlever des rigidités. Et quand vous dites rigidité, ça veut dire en fait supprimer des droits. Et ça pour aucun résultat sur le marché du travail. Et par rapport à la dette, on parlait de la Grèce tout à l'heure. La Grèce a été saignée au moment de la crise de la dette de la Grèce. Et donc on lui a imposé de réduire sa dépense publique de 20%. On pourrait penser qu'en principe, si vous réduisez votre dépense publique de 20%, la dette devrait réduire. Or, en faisant ça, entre 2009 et 2015, on a réduit la dépense publique de la Grèce de 20%. Résultat, son PIB a diminué de 25% et sa dette est passée de 126% à 180%. Donc on voit bien à quel point c'est faux. Tout est faux. Le problème, c'est que ça fait 40 ans que c'est faux et 40 ans que ça dure. Et que pour l'instant, le seul véritable contre-discours qui a réussi à émerger et à porter face au discours néolibéral, c'est pas le nôtre. C'est le discours nationaliste populiste. C'est le seul, aujourd'hui, contre-discours qui a émergé et qui est puissant, en tout cas dans la société, et en tout cas, nous n'arrivons pas à dominer le débat. Et donc moi, la question que je vous pose, du coup, c'est comment se fait-il qu'en 40 ans, les idéaux de gauche n'ont pas réussi à trancher entre, d'un côté, ces populistes, et de l'autre, ces néolibéraux. Il faut forcément s'interroger sur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir ça, alors qu'encore une fois, on a en principe la réalité avec nous, de notre côté, les faits avec nous. Trois raisons peut-être à cela. La première, c'est l'échec cuisant de la social-démocratie. La social-démocratie, elle devait être là pour atténuer les méfaits du capitalisme, atténuer les méfaits du néolibéralisme. Et à force de faire des compromis, elle a fini par se compromettre. Et donc, elle n'a pas du tout atténué les méfaits. Elle s'est progressivement moulée dans le libéralisme, et le dernier quinquennat d'Hollande et de Valls, c'est le dernier symptôme de ce travers terrible où finalement on fait comme l'adversaire. Et donc elle n'est plus capable de faire ça. Et quand Benoît Hamon discute le PS, c'est parce qu'il pense que le PS aujourd'hui est encore dans cette voie social-démocrate qui a échoué depuis 40 ans. Et que donc il faut forcément créer autre chose, sinon on n'y arrivera pas. Ça c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est sans doute qu'on n'a pas réussi à critiquer correctement le capitalisme. Sans doute ici beaucoup connaissent cette référence de Luc Boltanski et Ève Chapelleau, deux sociologues français, qui ont écrit dans les années 90 un ouvrage qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». Et dans cet ouvrage, ces deux auteurs se disent « Comment se fait-il que le capitalisme, qui a connu tant de crises majeures, et encore en 2009, ait pu survivre à ces crises ?» C'est leur question. Et leur thèse, c'est de dire « S'il survit, ce système capitaliste, c'est parce qu'il a une puissance incroyable, c'est qu'il entend la critique, et il se modifie avec la critique qu'on lui apporte. » Il donne un exemple, mai 68 arrive, critique artiste du capitalisme. Les gens demandent plus de liberté dans l'entreprise. À l'époque, l'entreprise type, c'est la grande entreprise industrielle, avec énormément de chaînes hiérarchiques. Et donc, dans cette entreprise-là, l'individu demande plus de liberté. Le système capitaliste entend la critique. Il faut que l'individu, au moins formellement, ait le sentiment profond, intime, qu'il a plus de liberté. Donc, le système change. Et progressivement, vous passez d'une entreprise extrêmement hiérarchisée, où la figure dominante, c'est la figure du cadre, à une entreprise beaucoup plus horizontale, où la figure qui domine, c'est le manager. Donc, encore une fois, formellement, le système change. Mais ce qu'expliquent très justement les auteurs, c'est que la structure du pouvoir, elle, ne se modifie pas. Exemple, l'open space. Vous avez 20 personnes qui travaillent dans le même endroit, sans forme de hiérarchie formelle.
Si vous avez 19 salariés qui partent à 20h, le 20e, il partira pas à 18h. Il partira à 20h. La seule différence avec hier, c'est qu'hier, il y avait un boss au-dessus de lui qui lui disait « tu partiras à 20h ». Et donc, il savait contre qui se rebeller hier. Aujourd'hui, il ne sait plus, puisque c'est pas le boss qui dit « tu pars à 20h ». C'est juste que comme il y a ces 19 camarades qui partent à 20h, la contrainte sociale fait qu'il partira à 20h. Donc, formellement, il a le sentiment d'avoir plus de liberté, lui, dans son travail. Mais la réalité du pouvoir, c'est que c'est la même. C'est juste le système qui a évolué. Et pour comprendre cette évolution, ils prennent les ouvrages de management des années 60 et des années 90. Quand vous prenez les 40 ouvrages de management de référence dans les années 90, le mot qui revient le plus, c'est le mot hiérarchie. C'est le premier mot qui apparaît. Et nous, on sait faire face à une hiérarchie. On fait grève, on se rebelle, ça peut fonctionner. 40 ans plus tard, on prend les mêmes ouvrages de management, on les mouline, qu'est-ce qui apparaît? Le mot hiérarchie, il a disparu. Il n'apparaît plus. Et la seule fois où il apparaît, c'est pour dire qu'il ne faut pas de hiérarchie. Et quels sont les deux premiers mots qui apparaissent dans tous les ouvrages massivement? C'est le mot projet et autonomie. Ah, c'est génial, hein? Qui va se rebeller contre l'autonomie et la logique projet? Et ça, c'est omniprésent dans l'entreprise. Vous êtes autonome. Nous fonctionnons sans hiérarchie, par mode projet, etc., etc., etc. Donc la sémantique change, mais la réalité du pouvoir, elle, demeure. Et donc, la critique apportée n'a pas su modifier en profondeur le système capitaliste. Et la troisième chose, sans doute, c'est notre langage, nos discours. Vous avez un linguiste américain qui s'appelle George Lakoff, qui a écrit un petit ouvrage que je vous conseille de lire, que c'est extrêmement rapide en plus à lire, qui s'appelle La guerre des mots. Et Lakoff, qui a conseillé Obama, il explique que dans les années 60, les progressistes américains dominent le débat public. Et que les conservateurs tentent de renverser cette domination. Et que pour ce faire, ils ont investi des milliards de dollars dans la question de la langue et du langage politique. Et que progressivement, les progressistes, américains mais aussi européens, ont commencé à parler comme l'adversaire. Et lorsque vous commencez à parler comme l'adversaire, eh bien, de fait, vous n'avez plus les cadres conceptuels pour combattre une réalité sociale. Si le mot hiérarchie disparaît, vous n'arrivez plus à penser la hiérarchie. Par exemple, si dans le cadre d'un débat, Benoît Hamon parle de changement climatique, il a perdu. Parce que le changement, c'est neutre. Il faut qu'il parle de réchauffement climatique. Si je parle de charge sociale, j'ai perdu. Parce que les charges, c'est un poids qu'il faut soulager. Donc ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations salariales, c'est-à-dire un salaire différé, ce qui n'a absolument rien à voir. Et c'est pareil sur la question des migrants, c'est pareil pour tout. Quand on dit exilé, c'est parce qu'on insiste sur la personne qui part. Alors que le migrant, c'est la personne qui arrive. Et tout est comme ça. Et donc, à force de mal critiquer, et en plus de parler comme l'autre, on perd tous nos repères pour pouvoir correctement penser à gauche. Et donc, maintenant qu'on a dit cela, la question c'est comment faire. Et je crois profondément que du coup, le meilleur moyen de faire, c'est pas tant de vouloir critiquer le système capitaliste, surtout que maintenant il y a urgence, hein, vraiment, surtout écologique, c'est de penser l'alternative. La penser vertement. Et je crois que si on a, pour avoir vécu la primaire, si Benoît Hamon a pu porter pendant cette primaire, c'est parce que les gens ont eu le sentiment qu'il y avait des idées neuves, quelque chose de nouveau qui émergeait là, et une véritable alternative. Après, ce qui pêche, c'est l'action de la crédibilité, c'est-à-dire comment on fait, toujours qui est omniprésent. Mais en tout cas, je pense que ce sont des idées qu'il faut se rassembler. Et pourquoi sur les idées? Parce que ce qui bloque aujourd'hui, ce sont les appareils. Moi, je vous le dis, hein, par rapport à certains autres, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gérard, évidemment. Mais je vous le dis, parfois, ce sont les appareils qui bloquent. Et le meilleur moyen pour faire sauter cette logique d'appareil qui, à mon sens, est très bloquante aujourd'hui, c'est de passer par les idées. Alors, nos idées, elles sont différentes et divergentes. Mais je crois profondément qu'il y a une possibilité progressive de converger sur des idées. Voilà, et donc je pense que c'est là-dessus que peut se faire l'unité. Merci beaucoup.